Il se positionne désormais comme un acteur du changement au Cameroun. Il vient d'ailleurs de dévoiler aux yeux du monde sa nouvelle formation politique. Il s'agit bel et bien de Célestin N'Djamène, le président de l'Alliance patriotique et républicaine, un parti qui, selon lui, travaillera pour le respect des valeurs républicaines. C'est notre invité de la semaine ce soir. Célestin N'Djamène, bonsoir. Bonsoir Lily, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un plaisir d'être là face à vous. Merci d'être l'invité de la semaine. C'est un plaisir, merci infiniment d'être en face de vous enfin. J'ai une grande estime pour vous et pour votre émission et j'espère que les téléspectateurs ne s'ennuieront pas beaucoup durant cette émission. En tout cas, je suis venu pour ça. Merci à vous d'être venu. Comment se porte le bébé, on va l'appeler ainsi, votre tout nouveau bébé? Le bébé démarre très très fort. Il se porte très bien. D'ailleurs, vos consoeurs et vos confrères en parlent quasiment tous les jours. On a beau me dire qu'il y a 318 partis au Cameroun, je veux bien. Mais quand même, on ne parle pas de tous les partis de cette manière-là. Et je crois que c'est un motif de fierté et de réjouissance que de voir qu'à part à peine né, déjà, tout le monde en parle. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le style figuration. À part est venu pour apporter du sang neuf, pour apporter une ère nouvelle à la politique camerounaise. Et on parlera justement de votre parti politique tout à l'heure, mais après le SDF, après le MRC, vous êtes désormais à la tête d'une nouvelle formation politique. Est-ce qu'on doit vous considérer comme l'opinion publique comme un transhumant politique? Non, je n'aime pas beaucoup ce terme-là parce qu'il est inadéquat, il est inadapté. Voyez-vous, quand on entre dans un parti politique, on adhère de manière individuelle, on n'adhère pas conviction, sur la base des statuts et d'une idéologie, parce que ça vous convient. Si, pendant votre durée de vie dans ce parti, vous vous rendez compte que l'idéologie n'est pas en harmonie avec les pratiques politiques au sein du parti, est tout à fait plausible et tout à fait normal que vous rompiez, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. On peut peut-être mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Qu'est-ce qui s'est passé si on veut revenir en quelques mots avec votre rupture sur le SDF? Juste en quelques mots, parce qu'il y a des personnes qui ont la chance aujourd'hui de vous avoir, comme nous, de revenir en quelques mots sur la brouille. Vous savez, j'aime pas beaucoup revenir sur mon passé parce que une fois que j'ai tourné la page, j'aime autant qu'elle soit tournée. Mais pour le plaisir des téléspectateurs, je vais quand même dire un mot. En fait, je n'ai pas quitté ce parti. Je suppose que vous faites allusion au MRC, au SDF, parce qu'évidemment, j'ai compris qu'au sein du parti, les hauts cadres avaient des ambitions beaucoup trop égocentriques. Ce n'est plus l'intérêt du parti qui était en jeu. J'ai vu au fil du temps, au fil des années, le parti décliner. J'ai lancé une première alerte en 2015. Je m'étais rendu compte au NEC, où j'ai passé quand même 11 années, que la plupart des présidents régionaux de l'extrême nord, de la Damaouin, du nord, même de l'Est, n'étaient plus aussi présents aux réunions. Ce qui était assez inédit, parce qu'en général, ces personnes-là se caractérisaient par leur présence assez active au sein du NEC. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme, parce que pour moi, c'était comme un signal. On ne peut pas ne rien dire, on ne peut pas être indifférent à cet absentéisme des représentants du SDF dans le Grand Nord. Et pour moi, c'était suffisamment inquiétant pour que je tire la sonnette d'alarme. Je l'ai dit au président national. Je n'ai pas été entendu, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et j'ai aussi remarqué que beaucoup de hauts cadres du parti s'intéressaient de moins en moins à l'envergure nationale du parti. Et pour moi, c'était des critères ou les éléments suffisamment parlants pour que je puisse leur dire, voilà, le danger guette. Il faut absolument essayer de voir ce qui ne marche pas. Et donc, je n'ai pas été suffisamment entendu. Vous avez décidé de partir. Et puis finalement, j'ai décidé, entre autres, parce qu'il y a d'autres motifs qui se sont joints. Je me suis rendu compte que pendant les primaires du parti, et le slogan du parti, c'est « Power to the people », le pouvoir au peuple. Ça veut dire que si la base elle vous donne son onction, si elle vous légitime, alors le NEC n'a plus qu'à entériner la victoire que vous avez requise. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Alors il se trouve qu'il y avait une antichambre au sein, n'est-ce pas, du NEC, dans l'organe suprême du parti, bien sûr après le congrès.
il y avait une antichambre qui triait encore les personnes qui avaient eu l'onction légitime, l'onction populaire de la base. J'ai trouvé ça anormal puisque j'en étais victime 2 fois. Et j'ai trouvé que cette pratique-là n'était pas en harmonie avec les idéaux progressistes et socialistes, humanistes, dont se gargarisait le SDF. J'ai considéré que c'était un acte extrêmement grave et ajouté à cela d'autres motifs, entre autres celui que je viens d'indiquer, m'ont conforté que ma place n'était plus dans ce parti-là. Vous partez maintenant pour le MRC. Je suis parti pour le MRC. Les divergences avec cette formation politique? Qui avait un beau programme, et puis au bout de 2 ans et demi, j'ai passé 2 ans et demi là-bas, je me suis rendu compte, notamment lors des élections locales de 2020, qu'il y avait une tromperie sur la marchandise. Vous étiez déçu? Je n'étais pas le seul. Beaucoup de personnes au sein du parti, même si j'étais l'un des rares cadres qui parlaient, nous étions très déçus. Parce qu'on n'a pas compris qu'un parti politique, un mouvement étant à son zénith, si j'ose dire, qui avait atteint un pic d'audience assez considérable, qui avait une telle popularité, refuse de compétir après avoir demandé aux membres du directoire de se transformer en commission d'investiture. Et on a investi bien sûr nos camarades. Et jusqu'à la veille, oui, je vais y venir. Jusqu'à la veille de la clôture de liste, il n'était pas question. Il n'y avait même pas d'allusion qui était faite, n'est-ce pas, au boycott. Et tout d'un coup, le jour J, le président se lève, décide comme ça tout d'un coup qu'on boycotte. Sans consultation. Je crois que le minimum aurait été quand même qu'on consulte au moins les membres du directoire. Bien sûr, il y a eu un soi-disant conseil national, où soi-disant le débat a eu lieu. Il n'y a jamais eu de débat en vérité. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui était déjà préparée par le président national et qu'il a rendue officielle le dernier jour, le jour de la clôture de liste. J'ai trouvé ça assez inamical, assez inacceptable. Et bien entendu, je n'ai pas claqué la porte tout de suite, puisque j'ai donné quand même du temps au président national de pouvoir, comment dirais-je, essayer d'arrondir les angles, d'appeler, entre guillemets, les enfants qui étaient, je l'ai dit, mécontents. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. On a vu, hein. Et il ne l'a pas fait. Je me suis dit, mais quand un père traite ses enfants de cette manière-là, quand je dis père, bien sûr, je parle du patron de l'équipe, hein, et je trouve ça assez pitoyable et assez pathétique. Est-ce que depuis vous avez cherché à le rencontrer pour signifier ce mécontentement-là? Non, en général, c'est le président qui convoque les membres du directoire. Donc il avait le devoir, je suppose, le devoir de le faire, puisqu'il y avait quand même une situation de crise, pas seulement larvée, de crise expressive au sein du MRC. Il était de son devoir de convoquer les personnes qui ne comprenaient pas ou qui étaient mécontentes. Et puis réunir tout le monde et puis donner les raisons véritables, c'était la moindre des choses aux membres du directoire. Il ne l'a pas fait, ça a duré 1 an. Et puis au bout d'1 an, le 27 décembre, j'ai décidé de partir. Vous avez décidé de partir, vous restez tout de même sur les plateaux, sur la scène politique. Et avant de lancer votre parti politique aujourd'hui, quelques-unes de vos prises de position ont laissé penser que vous étiez désireux d'un rapprochement avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous étiez même 10 ans en quête d'une nomination, selon certaines personnes. Que répondez-vous à tout cela? Mais je réponds que nous sommes préparés à toutes sortes d'incongruités. Parce que je ne vois pas sur quelle base on doit m'attribuer le rapprochement avec le RD. Votre discours, Mon discours, c'est quel discours? Totalement radical avec le discours mené par l'opposition et qu'à un certain moment, vous sentez un peu plus en train de soutenir le régime en place. Je n'ai jamais cessé de porter la critique contre le gouvernement, vous le savez très bien. Sauf que peut-être que les gens n'ont pas supporté que j'ai une attitude, on va dire une posture dissonante vis-à-vis de leur gourou. C'est peut-être ça qui les a choqués, je n'en sais rien, mais peu importe. Ce qui est important, c'est ce que je dis. J'ai dit, et je répète encore aujourd'hui, que je suis un farouche partisan du respect des institutions. Il faut respecter les institutions. Vous n'attendiez pas une nomination? Ça dépend de ce que vous appelez nomination. Nomination, un décret du chef de l'État, parce que vos discours après ont laissé penser que vous êtes à la recherche d'une nomination, pour suivre. Puisque l'exemple, c'était tout trouvé, c'était le ministre Moumon, on a dit que bon, vous êtes sur cette même voie-là. Pour laisser les gens se tremper dans leur propre boue. Moi, je pense que si mon discours républicain les agace tant, je crois qu'ils doivent expliquer les raisons pour lesquelles j'attendais nomination. Non, je m'exprime comme un citoyen, comme un militant politique engagé, un militant de conviction. Bien entendu, si effectivement, comme on disait à l'époque,
si la République m'appelle, évidemment, je n'ai pas l'obligation d'accepter, mais je n'ai pas non plus l'obligation de dire non. Je veux dire par là qu'il ne faut pas mélanger les postures politiciennes, partisanes, avec l'appel de la République. Je prends un exemple très simple. M. Ogbelen, qui n'était pas du même bord que certains ministres du RDPC, il est ancien candidat à la présidentielle en 92. Il a été membre du gouvernement, il a accepté pour servir son pays. Je peux rappeler également le cas de monsieur Maurice Kamto, président du MRC. Il n'était pas encore à l'époque, oui, il était encore encore professeur. Il a accepté l'appel du président de la République après sa brillante prestation, si j'ose dire, dans la question frontalière avec Bakassi. Il a accepté, je suppose, pour servir la République. On voudrait qu'un N'Djamène soit un homme à part. Quand je dis à part, en deux mots. Bien sûr, j'assume en tant que président de l'Alliance patriotique démocratique du Cameroun, c'est vrai, mais en même temps, je crois que nous avons à cœur de servir d'abord la République. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'Alliance patriotique et républicaine. Est-ce que votre parti, aujourd'hui, que vous venez de créer, répond aux besoins réels sur cette scène politique suffisamment encombrée aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait une satisfaction quant au parti classique, c'est-à-dire la vieille opposition qui, après 30 ans de vie, n'a même pas su faire un bilan, n'a pas apporté satisfaction aux attentes des Camerounais. Si ça avait été le cas contraire, évidemment, je n'aurais même pas songé à créer un parti politique. Aujourd'hui, j'espère que l'offre à part, en tout cas c'est ma conviction, l'offre à part répond aux attentes des Camerounais. Parce qu'il faut restaurer et réhabiliter l'idée de république. Les institutions, c'est important. On ne peut pas passer sa vie à dénigrer son pays, à terner l'image de son pays, peu importe le gouvernement. Est-ce que la part aujourd'hui va s'associer à ces partis politiques qu'on a vus pour la modification du code électoral pour que ces valeurs républicaines puissent être mieux respectées dans les jours ou les années à venir? J'étais l'un des rares hommes politiques à exiger un code électoral quand il n'existait pas. Le code électoral, je vous le rappelle, a été mis en place en 2012. Bien avant, je demandais déjà qu'il soit mis en place un code électoral véritable, parce qu'il y avait un fatras de textes éparpillés, éparses, qui tenaient lieu de code électoral. J'avais déjà demandé qu'il soit mis en place un code électoral véritable. Ça a été fait en 2012, et après 2012, je me suis rendu compte que ce code était mauvais. Le code électoral n'est pas bon, il faut bien le dire. Et donc, s'il s'agit de se battre effectivement pour que ce code soit réformé de manière authentique, je suis d'accord. Mais je ne participerai jamais à ce bal d'hypocrite qui consiste à venir jouer un petit peu sa petite gloriole, son petit numéro, alors même qu'ils n'ont aucune intention profonde, j'allais dire, de s'attaquer aux articles assez liberticides du code électoral. J'étais l'un des rares à le penser, le rare à l'exiger. J'ai même créé d'ailleurs un forum par rapport à ça, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Code électoral pour tous. C'est vérifiable sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que quand les gens viennent jouer leur petit bal d'hypocrite, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils viennent plutôt défendre, redorer leur blason, parce qu'ils ont des problèmes internes dans leurs différentes formations politiques. Ils ne sont pas là du tout pour le code électoral. Moi je pense que s'il avait été question de participer à ces arts de cirque, je n'aurais jamais pris part à ce genre de choses. Mais on va vous répondre en face que c'est quelque chose de sérieux, suffisamment pensé, avec un dispositif qui a été mis en place. Et d'ailleurs, on a annoncé des contributions. Non, il faut être sérieux quand on fait de la politique. La politique, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Elle ne peut pas être comme ça galvaudée de la manière la plus désinvolte. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. Le code électoral a des articles liberticides. Et pour le réformer réellement, il faut d'abord prendre part aux élections. Parce que j'ai cru comprendre que les gens qui boycottaient les élections, c'est parce qu'il y avait un mauvais code. Mais c'est justement pour cette raison qu'il faut aller aux élections. Vous ne pouvez pas passer votre vie à vociférer au quartier sans représentant capable d'influer l'ordre des Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Oui, c'est là que tout peut se faire. Quand on parle, Lili, de réforme du code, c'est des réformes législatives. Il faut changer des textes de loi.
dans avoir quel une milieu. voix qui porte au niveau de l'Assemblée nationale pour faire basculer les choses, au lieu de rester en retrait, c'est ça Mais que bien vous voulez sûr, dire? au quartier, vous êtes totalement inaudible. Où est-ce qu'on change les textes? C'est bien entendu à l'Assemblée nationale. Alors, s'il y a 20 partis qui se retrouvent chez Mme Damdjouya pour faire des propositions de réforme de code électoral, si chacun des partis, des 20 partis, avait au moins 2 ou 3 députés, on serait à pratiquement 60 députés, dans une minorité forte, capable de faire du boucan, si j'ose dire, dans l'Assemblée, et ainsi, avec l'immunité qu'ils ont, avec l'autorité qu'ils ont, je pense que les choses pourraient rapidement avancer. Mais à rester au quartier, boycotter et prétendre aspirer au changement du code électoral, mais c'est totalement naïf et totalement illusoire. Donc il faut aller aux élections pour défendre ses aspirations. On comprend donc que ce sera l'un des rôles majeurs de votre nouveau parti politique, mais seulement que l'opinion nationale reproche à la classe politique au Cameroun de tenir un discours qui ne se renouvelle pas. On a toujours l'habitude de suivre un certain nombre de choses, mais vous qui êtes là, à part qui est là, vous avez raison, l'opinion publique a raison de reprocher à la classe politique de ne pas se renouveler. Et c'est bien pour ça qu'Appart est venu. Appart est là pour apporter un souffle nouveau. Appart est là pour apporter un paradigme nouveau, une ère nouvelle dans la politique. sur quel point précisément? D'abord, je pense que sur le point de la réhabilitation de l'idée de la citoyenneté, de l'institution, des institutions, je pense d'abord qu'il faut qu'on sache que dans un parti politique, chaque parti a l'obligation de former ses militants. Parce que si vous vous contentez de recruter, sans préparer les jeunes ou les moins jeunes qui adhèrent dans votre parti aux choses de la République, eh bien, vous êtes en train de constituer une bande de personnes extrêmement dangereuses parce qu'ils ne sauront pas, comment dire, restituer même les valeurs que vous incarnez. Ils ne connaissent pas les statuts, ils ne connaissent pas votre programme politique, votre projet de société, votre règlement intérieur. Comment peuvent-ils défendre d'abord leur propre parti? Comment peuvent-ils donner une image sereine et positive de la politique s'ils n'ont à la bouche que des insultes et des invectives? Donc je pense que la première chose, c'est d'abord l'éducation, la formation politique dans les partis politiques. Et à part, il mettrait un point d'honneur à former tout militant qu'il désirera adhérer au parti. Et on ne pourra obtenir sa carte de membre que si on a passé au moins 2 semaines de formation. Ça, c'est un point d'honneur. Ensuite, je pense qu'il faut dire aux personnes que, quelles que soient nos divergences de vue, quelles que soient nos divergences politiques, il faut savoir qu'il y a des institutions dans chaque pays. Et ces institutions sont pérennes, elles sont même quasi éternelles. Elles dépassent notre petite personne. Le premier président n'est plus là, le Cameroun existe avec ses institutions. Le président actuel, bien sûr, partira bien un jour, mais il faudrait bien que les institutions demeurent. C'est ça qui permet la fluidité dans une nation. Vous parlez bien de nation. On a vu votre présence parmi les observateurs de la récente élection présidentielle au Tchad, qui finalement a été tournée, si je peux le dire comme ça, en dérision dans l'espace public camerounais. Quel est votre rapport de la mission qui a été faite au Tchad? Nous avons été en N'Djamena, au Tchad, pour observer les élections. Et en tant qu'observateur des élections, notre rôle n'était pas de donner une opinion sur tel ou tel candidat. C'était de regarder et d'observer la pertinence des élections, du processus électoral dans ce pays-là, par rapport aux engagements internationaux, par rapport aux critères universels des élections propres dans chaque pays. Et j'ai eu la belle surprise de me rendre compte qu'au Tchad, tout s'était bien passé au niveau du processus électoral. Nous avons pris part au processus dans les casernes militaires la veille du jour J, c'est-à-dire que le 10 avril. On a été dans les commissariats, on a remarqué qu'effectivement, tout le processus était en ordre. La liste, le fichier électoral était affiché à l'entrée, comme convenu. Il y avait bien sûr l'encre indélébile, qui est un objet pour éviter les doubles votes. Il y avait la carte d'électeur, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que les militaires pouvaient voter avec n'importe quoi. Non, j'ai bien vérifié, chaque militaire avait sa carte électorale. Il y avait bien sûr bulletin unique qui n'existe même pas encore au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez une fiche avec les 10 candidats, vous cochez juste la figure du candidat qui vous sied, même si vous ne savez pas lire, vous voyez au moins la figure. Et il y avait l'enveloppe l'urne, l'isoloir, etc. Donc tout était en ordre de mon point de vue, de notre point de vue.
On a fait un rapport pour dire qu'on a fait ce constat-là, on l'a adressé à qui de droit. On n'était pas les seuls d'ailleurs. Il y avait pratiquement 6 organisations, ou 7 je crois, africaines qui étaient présentes. Mais maintenant, qu'est-ce que vous dites de la situation qui se passe au Tchad? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, une situation qui est extraordinaire, exceptionnelle. Et moi, je suis un républicain dans l'âme. Mais quand le pays est en danger, quand l'existence même de la nation est en danger, il faut prendre des mesures spéciales. Et c'est pour ça que le Conseil militaire de transition a vu le jour, que je soutiens, pas parce que j'aurais retourné ma veste. Non, bien entendu, parce qu'en vérité, si une horde sauvage, de rebelles, de barbares, converge vers vous, vers la nation, pour détruire les institutions, pour prendre en otage les députés, les législateurs, et tout le monde. Mais comment est-ce que vous qui demandez de respecter les valeurs républicaines, les institutions, peut soutenir cela, puisqu'il faut respecter plutôt la Constitution? Comment est-ce que vous arrivez à soutenir un conseil militaire? Je vous rappelle que le président de l'Assemblée nationale a renoncé à prendre l'intérim, comme le prévoit la loi, pour des raisons qu'il a expliquées. Nous sommes dans une situation de sécurité assez déplorable, délicate. Et l'opposition insiste qu'il faut respecter les institutions. Vous qui êtes de l'opposition, vous comprenez au moins. Je rappelle que je suis républicain. On ne peut pas raisonner dans l'abstrait. Si par exemple, je converge vers vous, j'attente à votre vie, mais vous avez le droit de porter atteinte à ma vie. Pourtant, le meurtre est interdit. Comprenez? Si vous entrez dans une maison, un quartier, il y a un incendie, vous n'allez pas chercher à porter plainte d'abord. Vous cherchez d'abord à éteindre l'incendie. C'est une question de bon sens. La constitution tchadienne prévoit les cas de vacances, d'empêchement, de décès du président et l'intérim qui suit après. Comprenez? C'est-à-dire qu'en cas de vacances, c'est le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République. C'était le cas. Mais la constitution tchadienne ne prévoit pas les cas de décès, d'assassinat, etc., concomitamment avec l'invasion du territoire. Ça n'a pas été prévu. Et quand il y a un vide juridique, on fait comment? On essaie d'abord de parer au plus urgent. Le plus urgent, c'est l'existence du Tchad. C'est les gens qui viennent du Tibesti, donc proche de la frontière avec la Libye. Ils ont décidé de suspendre la Constitution, de supprimer la Constitution et d'installer un pouvoir militaire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre à légiférer pendant que les gens progressent vers N'Djamena. Il y a des généraux, il y a un service militaire qui est chargé de gérer cela. Mais pour la continuité du pays, il faut bien que les lois soient respectées. Mais le pays ne cesse pas de continuer, d'ailleurs c'est une transition. Géré par le Conseil militaire. Avec des cris, on a eu des personnes qui ont été tuées, on a eu la situation qui est de plus en plus tendue au Tchad. Le pays ne cesse pas de continuer. Il s'agit d'une situation exceptionnelle non prévue par la Constitution. Ce n'est pas simplement le décès d'un homme d'État, ou l'assassinat d'un homme d'État, il s'agit du décès ou de l'assassinat, pour moi, doublé de l'invasion du territoire, avec des gens qui sont décidés à mettre fin au régime démocratique. Dans ce cas-là, il faut trouver une solution qui me semble la plus adéquate possible. Et le Conseil militaire de transition a bien dit qu'ils sont là pour 18 mois. Ensuite, le pouvoir va organiser les élections démocratiques, et j'espère que je serai là pour observer encore, comme ça a été le cas au mois d'avril. Mais aujourd'hui, la situation est tellement exceptionnelle. Les lois ordinaires sont faites pour les temps ordinaires. Quand il y a une situation qui n'est pas prévue par la Constitution, les hommes de bon sens imaginent. Et surtout quand l'existence même du pays est en jeu. On a bien compris. Mais oui, imaginez un instant que, voilà, je rentre chez vous, je me mets à vous cambrioler, je vous menace de mort. Je n'ai pas dit que non, vous violez mon domicile, ce n'est pas la violation de domicile. C'est vrai, c'est prévu par la loi. Mais vous vous défendez comme vous pouvez pour la survie de vos enfants. Mais non, c'est une situation exceptionnelle. Il faut donc comprendre que quand il y a une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, tout simplement. Alors, on a compris votre position sur la situation au Tchad, puisque vous étiez d'ailleurs... Je suis républicain. Je pense qu'en temps de paix, en temps ordinaire, il faut... Le décès d'un chef d'État, ça peut arriver, c'est pas contre nature. Mais quand ça arrive, on respecte la Constitution. Quand un président décède, on respecte la Constitution. Et le président du Sénat qui est succédé dans le cas du Cameroun, dans le cas du Tchad, du Gabon, c'est pareil, tout à fait normal. Mais quand le pays, au même moment qu'il décède, est envahi par des hordes militaires, des hordes sauvages, il faut des militaires, il faut une réponse forte. Et bien entendu, il faut trouver une solution qui me semble la plus adéquate et la plus
convenable possible. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais je voudrais terminer avec cette pique. Ne m'en voulez pas certainement. Il y a vos détracteurs qui vous décrivent comme un homme instable du fait de votre situation de sans-emploi qui a été longuement débattue sur des scènes. Vous réagissez quoi à cette pique-là? Qu'est-ce qui s'appelle instable? Que Célestin Djamène ne fait pas autre chose que de venir sur des plateaux de télévision, parler en longueur de journée sans toutefois avoir un emploi qui lui permet de s'occuper. Je vis très bien. D'abord, je suis très fier de venir sur le plateau, comme le vôtre d'ailleurs. Et j'adore ce que je fais. Je suis un passionné de la politique. La politique, il faut la faire entièrement, corps et âme. Maintenant, sur ma vie, ceux qui parlent de moi, c'est talibans pour la plupart. Hein. C'est essentiellement des talibans qui sont... on a l'impression que le cerveau, ce n'est pas un organe important chez eux. Ils ne me connaissent pas. Comment peut-il dire que je n'ai pas d'emploi? Ils ne me connaissent pas du tout. Je veux dire que moi, je vis très bien ma vie. Je n'ai pas à me plaindre. Ça se voit d'ailleurs sur vous. Je n'ai pas à me plaindre à qui que ce soit. Ils ne me connaissent pas. Et comment peuvent-ils parler des gens qui ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas ma vie privée. Ils racontent tout et n'importe quoi. Bon, je les laisse vociférer. C'est leur nature d'aboyer et qu'ils aboient toujours. Moi, je continue ma route. Je suis passionné par mon pays. Je vis ma vie. Personne ne me donne à manger. Personne ne m'a vu devant sa porte pour dire « Ah, jamais n'a commandé un morceau de viande ou bien il m'a demandé 10 000 francs, 200 000 francs. » Jamais de la vie. Parce que j'ai mes revenus. Je n'ai pas envie d'en parler à qui que ce soit. Ça me regarde et c'est ma vie. Ce qui est important, je suis un homme public. On doit porter la contradiction à mes idées et je répondrai sur ce terrain-là. Le reste m'importe vraiment peu, c'est leur affaire. Et bon, ils n'ont plus rien à dire, ils n'existent plus ces gens-là. Est-ce qu'on peut donc souhaiter? Ils ont 0 député, 0 sénateur, 0 conseil régionaux, 0 conseil municipal. Et donc, évidemment, ils n'ont que ça à faire. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Donc, et là, vous avez un nouveau challenge qui est votre formation politique. Qu'est-ce qu'on peut donc vous souhaiter? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux compatriotes qui aimeraient bien adhérer à votre parti? D'avoir confiance en APA, parce qu'APA inaugure une ère nouvelle en politique au Cameroun. APA vous promet de faire ce qu'aucun autre parti au Cameroun n'a jamais fait. D'abord, si vous êtes passionné par le Cameroun, comme je le suis, comme le sont la plupart de nos militants, si vous avez placé très haut l'image du Cameroun, et si vous pensez que malgré nos différences communautaires, qui sont d'ailleurs une richesse culturelle, nous sommes unis, on doit approfondir, on doit renforcer l'unité de ce pays-là. On a besoin d'unité, de paix, de sécurité. Ce n'est pas en activant ou en incitant les éléments, on va dire, communautaristes ou tribaux, pire même encore tribalistes, qu'on va s'en sortir. Il nous faut nous rassembler, accepter que l'autre pense différemment de vous. Ce n'est pas un crime de penser différemment. Célestin Djamène, c'est très bien compris. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite bonne chance pour Merci infiniment. On espère que vous ne serez pas à part. Hein? Non, je suis entièrement à part, mais en même temps, un parti pleinement inscrit dans le respect de la République. D'accord. Et surtout, j'invite les Camerounais à venir prendre connaissance de nos statuts, de notre programme de société, notre projet politique, et ensuite ils pourront adhérer très librement. Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine qui recevait pour cette autre sortie Célestin Djamène, le président de l'Alliance patriotique et républicaine. C'est un nouveau bébé sur la scène politique camerounaise. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité aussi charmant que celui d'aujourd'hui. Bonsoir.